trouvé un truc là pour la review? Non. Quoi? Non. Oui, bah bouge-toi un peu parce que c'est la dernière de l'année, il faut que ça envoie du fromage là. Non, c'est envoyer du pâté. Je préfère le fromage, tu permets? Ouais, ben j'ai aucune idée qui me vient. Puis le coup là, de l'autre fois, le gène de l'espionnage, ça m'a achevé. Pourquoi se faire chier à critiquer des films d'animation s'ils sont faits comme de la merde de toute façon? Oui, bah on aurait été à Noël, on aurait peut-être pu demander la scène de Noël, mais là on n'a pas le choix. Alors tu nous fais pas une crise existentielle maintenant et tu te bouges, ok? Regarde Wiki, les cieux ont envoyé quelque chose, c'est sûrement pour t'aider. Hors de question que j'ouvre cette enveloppe. Mais si c'est les cieux qui ont envoyé, il faut que tu l'ouvres. Non. Et qu'est-ce que tu lui reproches à ce film? Une bonne idée de base, mais une histoire creuse. Y a pas grand chose à dire dessus. Et du coup tu proposes quoi comme film alors? Bon ok, va pour un monstre à Paris alors. Voilà. Regarde, ils t'ont même envoyé un petit cadeau. Attends, vas-y, viens. Voilà. Aïe aïe aïe, je sens que ça va être n'importe quoi. Donc, Un monstre à Paris, sorti en 2011 et produit par EuropaCorp, la société de Luc Besson, il s'agit du troisième long métrage de Éric Bibeau-Bergeron. Mais oui, c'est lui qui a fait Eldorado, les gangs de requins. Et bon, ça va, c'est pas peine de remettre le couteau dans la plaie non plus, hein. Notre film se déroule précisément en janvier 1910, alors que la Seine a débordé et a inondé Paris. Et on aperçoit alors notre héros numéro 1, Émile, un projectionniste slash réalisateur en herbe, rêveur et timide. Tellement timide d'ailleurs qu'il est incapable de proposer un rendez-vous à Maude, sa collègue dont il est secrètement amoureux. Puis vient ensuite notre héros numéro 2, Raoul, un livreur slash inventeur amoureux de sa camionnette qui s'appelle Catherine. Bon, ok, qu'est-ce qui vous gêne le plus dans ce que je viens de dire là? Le fait qu'il s'appelle Raoul, le fait qu'il soit amoureux de son véhicule, ou bien qu'il est appelé Catherine? Alors qu'il va livrer avec Émile du terreau dans une serre, une très grande serre d'ailleurs, qui appartient à un scientifique et à Charles son singe assistant, Raoul profite donc de l'absence du professeur pour observer ses créations. Mais Raoul ne se contente pas de jeter un rapide coup d'œil, non non non! Il trouve le laboratoire et s'amuse à jouer au savant fou. Évidemment, l'expérience tourne mal. Deux potions entrent en collision, à savoir un super engrais et un super booster vocal qui vous donne la voix d'un chanteur d'opéra, ce qui provoque une gigantesque explosion et crée un monstre qui s'enfuit dans la nuit. Wouh! Alors nos deux héros, n'écoutant que leur courage, partent à sa poursuite et... non, je déconne, ils retournent chez eux en mode Osef. On découvre ensuite notre héros numéro 3, Lucille, dit l'ange de Montmartre, chanteuse au cabaret de sa tante et courtisée par le préfet de Paris, mais note une sorte de... ouais, Gaston du XXe siècle qui se serait mis à avoir des ambitions politiques plutôt que de devenir le meilleur chasseur du village par exemple. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle, la scène, la scène, la scène. Non, non, pitié, pas cette chanson, pas cette horreur qu'on a entendue pendant des mois à la radio. Du calme, Dean, c'est pas cette version-là. Le monstre commence peu à peu à se faire remarquer par les Parisiens, ce qui inquiète l'inspecteur Pathé qui souhaite enquêter sur lui. Mais Ménotte a d'autres projets pour la créature puisqu'il veut se servir de la peur qu'elle crée pour assurer sa popularité parmi les habitants. Le lendemain, Raoul effectue une livraison à l'Oiseau Rare où il croise Lucille. On se rend compte que ces deux-là se connaissent depuis belle lurette et qu'ils se détestent. En fait, ils sont amoureux l'un de l'autre, pas vrai? Oui. Lucille n'autorise Raoul à voir son spectacle que s'il s'amène au cabaret avec une légion d'honneur, lui promettant même qu'il aura la meilleure table et pourra boire du champagne à l'œil. Alors Raoul, n'écoutant que son cœur, va tout faire pour obtenir cette médaille, surmontant les obstacles, bravant tous les dangers. Non, Zen, s'il te plaît, fais pas ta dit. Oui, je suis inimitable. Bon ok, en réalité Pathé mène son enquête, ce qui l'amène jusqu'à Raoul et Émile, et les arrête. Attends, ils ont mis des menottes aux singes? Pendant ce temps, au cabaret, Lucille a affaire avec Albert, le parfait cliché du serveur parisien désagréable et dédaigneux qui lui présente ses chansons très... avant-gardistes, on va dire. D'ailleurs, son chara-design me rappelle celui du majordome dans Les Noces funèbres de Tim Burton. Albert se fait évidemment rembarrer, son talent étant incompatible avec la ligne mainstream de la maison, mais une fois dehors, il se retrouve face au monstre. Lucille le voit à son tour et s'enfuit, mais elle se rend compte que ce n'est pas un monstre, c'est un chanteur. Mieux, un chanteur tourmenté. Un monstre à Paris. Donc, il sait pas parler, mais par contre il sait chanter. Il l'a acquis où le vocabulaire? Bah c'est sans doute un effet secondaire de la potion. D'ailleurs, puisqu'on entend enfin sa voix, parlons un peu casting. Pour ceux les plus au courant de la variété française, vous aurez reconnu la voix du chanteur M et de Vanessa Paradis.
On peut aussi citer d'autres personnalités comme Gad Elmaleh qui commence à être rodé côté doublage d'animation, François Cluzet, Ludivine Sagnier, Julie Ferrier et Bruno Salomon. Mais on peut aussi noter la présence de Sébastien Desjours, célèbre pour être la voix française de Bob l'éponge, ou celle de Philippe Pétieux, doubleur français de Danny DeVito et d'Homer Simpson. Bref, du beau monde. Lucille revoit donc son jugement, elle recueille le monstre, le baptise Francoeur et le déguise pour passer inaperçu. D'ailleurs, son accoutrement est inspiré d'Aristide Bruand, un célèbre parolier de la Belle Époque, donc une nouvelle référence à cette époque-là et à la musique. Mais Francoeur n'est pas seulement un chanteur talentueux à la voix de ténor, c'est aussi un musicien hors pair. Et là, tu vas encore me dire que c'est un effet secondaire de la potion belle foi. Bah oui. Et maintenant qu'ils ont leur légion d'honneur, Raoul et Émile se pointent tout fiers à l'Oiseau Rare pour boire et admirer le spectacle comme promis. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Non. Oh putain non, pas cette chanson. Pas d'autre lettre de go français. Non. Non. Oh my god, non. Non mais Dean, calme-toi, c'est bon, elle est pas si mal cette chanson. Le jeu de mots entre la Seine et la Seine, alors que ça se passe en 1910 au moment de l'inondation, et que la musique est l'un des grands thèmes du film, c'était plutôt bien trouvé. Vanessa Paradis et M ont vraiment réfléchi au texte, à la façon dont ça sonnait, et c'est plutôt bienvenu, sans compter que le rythme est entraînant. Alors? Non! Oh God, please, no! 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 Après le show, Émile et Raoul se rendent en coulisses pour féliciter Lucille et son mystérieux guitariste. Puis ils comprennent qu'il s'agit du monstre en fait. Lucille les convainc de l'aider et protéger Francoeur. Mais évidemment, Albert les écoute derrière la porte et les balance le lendemain pendant la conférence de presse que donne le préfet. Raoul et Émile se dépêchent de se rendre à Montmartre avant le préfet pour prévenir Lucille et Francoeur, ce qui laisse à peine le temps à Émile d'inviter Maud à un rendez-vous. Bien sûr, le préfet et les policiers ne trouvent rien dans la loge de Lucille et c'est Albert qui en fait les frais. Lucille se remet Maynot dans la poche, le fait partir, puis avec Émile et Raoul élabore un plan pour protéger définitivement Francoeur du préfet. Le plan est d'ailleurs assez simple. Lors de l'inauguration du funiculaire du Sacré-Cœur... Attends, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils inaugurent le funiculaire de Montmartre en 1910, en janvier? Ben apparemment. Mais le funiculaire, il a été mis en fonction en 1910 ans avant. J'ai donc décidé, mes chers amis, de vous annoncer avec une grande fierté et une confiance inestimable que je présente ma candidature pour que vous m'élisiez maire de Paris. Sérieusement, Quoi encore? il veut devenir maire de Paris, alors qu'on est en 1910. Et alors? Bah, c'est que cette fonction, elle existait entre 1789 et 1871, qu'elle a disparu avant de revenir en 1977, et que pendant cette période-là, c'était le préfet qui avait ces fonctions-là. Non mais c'est bien sympathique quand un film se déroule à une année et à un mois donné, mais encore faut-il que ça soit cohérent. Quand on fait le choix d'utiliser l'histoire, on pourrait éviter de se torcher les fesses avec les faits historiques simplement parce que c'est plus pratique pour le scénario. Est-ce que tu as terminé? Oui. Très bien, parce que je te l'annonce clairement, tout le monde s'en tape, d'accord? Nous, on veut regarder un film, pas un documentaire historique, putain! Bah, très bien, puisque tout le monde se fiche d'avoir des films un peu cohérents, des scénarios un peu réfléchis. Non mais c'est bon, vous avez fini parce que j'aimerais bien reprendre ma narration. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui. Pendant que Lucille pousse la chansonnette sur scène, Émile va voir le préfet et lui donne un faux antidote contre le monstre. Francoeur apparaît et attaque Lucille, de façon plus ou moins convaincante. Le préfet lui balance l'antidote, Francoeur disparaît dans un nuage de fumée, Raoul utilise son talent de bullshitter pour faire croire à tout le monde que le monstre est redevenu une puce, et demande à tout le monde de féliciter le courage du préfet. Mais l'inspecteur Pathé remarque la trappe sur la scène et comprend immédiatement la supercherie, tout comme le préfet qui pète littéralement les plombs. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Il faut tuer cette bête! Et à partir de ce moment-là, ça devient une grosse course-poursuite du n'importe quoi à travers les rues de Paris. Sur terre, dans les airs et bien sûr sur l'eau. La scène, la scène, la scène... Non! Please God, non! Non! Tout ce beau monde se retrouve sur la tour Eiffel, même Maud qui pense y rejoindre Émile pour leur rendez-vous amoureux. Les effets des deux potions ne sont pas permanents et Francoeur reprend peu à peu sa taille de puce, mais pas assez vite pour échapper au préfet, de plus en plus taré. Mais ce n'est pas le plus triste dans l'histoire. Catherine! Non! Non! Non, non! Ne me laisse pas! Ne me laisse pas! Oh non! C'est la mort la plus tragique que j'ai vue depuis celle de Jack dans Titanic! Les quatre compères, oui j'inclus Maud dans le lot, se remettent assez vite de cette terrible perte et courent aider Francoeur qui se trouve au deuxième étage de la tour Eiffel. Le préfet se débarrasse un à un de ses adversaires et tue Francoeur. Tout le monde pleure sa mort sans se demander où a bien pu passer son corps parce qu'ils adorent tirer des conclusions hâtives, pendant que le préfet lui jubile et attend des félicitations.
Mais manque de peau, à force d'avoir voulu se la jouer héros de blockbuster américain en faisant tous les dégâts possibles, il se fait arrêter par Pathé. Bon bref, chanson triste, ton gris, pleure, 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 larmes et finito. Dean, tu sais que ça peut pas finir comme ça, c'est un film tout public. Bon, ok. En fait, Franker est redevenu une puce avant de se faire tirer dessus par le préfet. Le professeur, qui est enfin revenu de son déplacement, lui redonne sa taille géante sur demande de Raoul. Franker refait de la musique et happy end en chanson, évidemment. Bon bilan? Non, pas encore. En scène de conclusion, on a le droit à un flashback qui montre la rencontre de Lucille et de Raoul. Ces deux-là s'avouent enfin leurs sentiments, et la fin. Maintenant, bilan. Bon bah, c'est un film plutôt sympathique. L'univers Paris de la belle époque est plutôt plaisant et l'humour parfois mordant passe bien. Les personnages sont aussi attachants. Lucille n'est pas une chanteuse nunuche, elle a du caractère et pas mal d'ironie. Émile est un rêveur complexé par sa petite taille, Raoul est drôle même avec ses blagues nulles. L'humour est vraiment le gros point fort de ce film, il est très cartoonesque mais jamais enfant. Je pense que n'importe quel spectateur, peu importe son âge, passera un bon moment et rira de bon cœur. Et même rira de Franker. Ouais, il est passable. Bon après, faut apprécier la variété française parce que la musique est très présente dans le film et les chansons sont bien loin du style Broadway dont on a l'habitude avec Disney. C'est d'ailleurs pour ça que la chanson La Scène a pu passer à la radio, en plus du fait qu'elle soit interprétée par 2 chanteurs célèbres. Je suis d'accord quand tu dis que les personnages sont sympathiques, zen. On retrouve ce duo d'amis, l'un rêveur et l'autre inventif, le tout enrobé d'une bonne dose d'humour. Même si ici, clairement, ils n'ont jamais été envisagés comme un couple. Après, je trouve que tous les persos manquent de profondeur. D'accord, ils sont attachants et drôles, mais ils n'ont rien de mémorable. Pareil pour l'histoire, à aucun moment on ne ressent un grand enjeu, il y a plein de facilité dans le scénario et dès le début on voit les grosses ficelles. Donc perso, si jamais je devais classer la filmographie de Éric Bergeron, je mettrais Eldorado au sommet du temple, Gang de requins dans les abysses et Un monstre à Paris entre deux eaux. Oh, entre deux eaux. Et c'était fait exprès. C'est bon, je peux continuer? Ouais? Ok. Après, faut dire qu'il n'avait pas les mêmes objectifs et impératifs pour chacun de ses films. Éric Bergeron avait depuis très longtemps ce projet de film en tête, mais son budget assez conséquent a ralenti le début de sa réalisation. Il voulait un film à mi-chemin entre la superproduction, comme Disney ou DreamWorks, et le film d'auteur. Et c'est exactement ce que c'est, un film aux allures modestes, mais avec un gros budget. Ça reste une production EuropaCorp, hein. Le problème, c'est que je trouve que le mélange, il prend pas. On se retrouve avec un film inconstant, poétique mais un peu vide, plein de références culturelles mais qui sont plus des petits clins d'œil qu'un véritable apport au scénario, un beau casting, aussi bien en VF qu'en version anglaise, mais avec une qualité graphique qui vieillit moyennement bien. Comme je le disais au début de la review, l'idée de départ est pleine de promesses mais le résultat est un peu plat. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce film si ce n'est... Ouais, on passe un bon moment mais on n'en gardera pas non plus un souvenir mémorable. Ok, ben voilà, on a réussi à boucler cette année. Oui, mais par contre, pas qu'on se relâche. D'ailleurs, j'ai encore plein d'idées. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer par faire un bar review sur un film que personne connaît trop. Comme ça, on pourrait, tu vois, essayer d'initier les gens, tu vois. Après, faudrait faire gaffe parce que faudrait pas non plus que les gens se perdent. Ça y est, je contrôle le cerveau de Wiki grâce à mes petits nœuds de bon goût, mais ce n'est que la phase 1 de mon plan. Les tabliers ronds, vous vous êtes moqué de moi, vous m'avez humilié, mais pire que tout, vous vous êtes moqué de mes goûts vestimentaires. Ma vengeance sera terrible. Et quant à cette chaîne, j'ai d'autres projets pour elle.